questions vous viennent de ce que vous avez entendu tout à l'heure? Oui, vas-y. Ouais. Okay. Bonjour. Je demandais peut-être pour revenir avec un sujet qui a déjà été abordé dans un des cours qu'on a eu, de commenter vos relations que vous avez eues avec les chercheurs lorsque vous avez eu à rédiger des articles. Les relations avec les chercheurs, je crois que c'est comme toute relation avec les sources, elle se bâtit à la longue et on ne travaille pas pour eux, on travaille pour notre public. Donc on n'est pas là pour leur faire plaisir à eux, au même titre que je ne suis pas là pour faire plaisir à Charles Charest et faire une conférence sur le plan Nord, mais bien pour informer mon public. Donc c'est inévitable qu'à l'occasion, les scientifiques vont être en désaccord parce que, par exemple, on a interviewé un de leurs compétiteurs qui n'a pas la même opinion qu'eux, ou parce qu'on a parlé de leur recherche et qu'eux, ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que ça se trouve ailleurs que dans le Lancet, que ce soit un journal. Mais de manière générale, les relations se passent bien. C'est très rare qu'il y ait des accrochages parce que les scientifiques ont très peu de gens avec qui parler de ce qu'ils font. C'est pas même ma femme, moi, je veux dire. Donc, appelle, tu veux faire une entrevue facile, là, puis un sujet qui ça va bien marcher, là, trouve un doctorant là, qui vient de publier sa thèse, là, il va t'en parler, il va être heureux, il y a quelqu'un qui l'a lu, qui sait, écoute, ça va bien se passer, généralement. Des fois, c'est les surprises qu'ils vont pas aimer, là. Par exemple, je pense à une fois où j'enregistre souvent mes entrevues, puis by the way, ça se peut que je fasse une balado ou que ça soit sur le web, mais les gens portent pas trop attention vu que je t'ai écrit. Là, tout à coup, s'ils s'entendent, oh, il y avait du son là-dessus de ma voix, là, ils sont comme plus à l'aise, tu leur expliques que tu leur avais dit. Finalement, oui, c'est vrai. C'est intéressant, ok. Donc, des fois, c'est des surprises qui vont. Ou si c'était un peu informel dans un congrès, puis ils ne s'attendaient pas à ce que tu félicites, ils vont être surpris de prime abord. Donc, peut-être essayer d'éviter les surprises avec les scientifiques, ce genre de choses-là. Mais sinon. Une chose, par exemple, des fois qu'on sent, c'est que tu n'es pas tout le temps le premier journaliste à faire une entrevue avec une félicité. Puis, ce que je ressens trop souvent, c'est qu'ils ont peur d'être cités parce qu'ils ont une mauvaise expérience, une ou des mauvaises expériences avant. Là, ils s'étaient dit qu'ils voulaient plus trop fitnessistes. Ils disent oui, je suis habitué de couvrir ce genre de sujet un peu plus technique, là, comme comme ça. Bon, tu les rassures. Je suis tout d'accord avec ce qu'Amélie dit. De manière générale, ça se passe très bien. Mais c'est ça, il y a aussi des sujets, par exemple, où là, ils sont plus sur les dents. Par exemple, les gaz de shale, il n'y a pas eu beaucoup, malheureusement, vraiment pas assez de géologues qui ont été cités et interviewés par les médias. Mais bon, comme je pense que Valérie l'écrivait sur son blog, peut-être qu'il n'y a pas assez de géologues non plus qui ont accepté de donner des entrevues. Bon, moi, il y en a qui m'en ont donné, mais qui me disaient, puis je pense que je peux tenter, mais qui me disaient, vous, M. Clich, je vous en donne une, mais vous êtes le seul, parce que je vous en donne une parce que j'ai déjà vu ce que vous faites, puis j'aime bien ça, mais vous êtes le seul. Bon, ça, admettons que ça n'aide pas le point de vue scientifique à percer jusqu'aux médias, mais en même temps, c'est ça, sans doute une part de responsabilité là-dedans. En même temps, c'est ça, il y a aussi les médias eux-mêmes, les journalistes, nos collègues aussi, ne font peut-être pas tout le temps leur travail de rigueur et de résumé tout à fait comme il faut. Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose, j'en doute totalement. Moi aussi, dans ma carrière, les rapports scientifiques ont toujours été très, très positifs. Je pourrais vous raconter une exception mémorable. Mais. Non, je vais la raconter après. Mais en général, c'est sûr que quand il y a cette méfiance, parce que la grande crainte, c'est de voir arriver le journaliste et dire qu'est-ce qui va sortir de ça. Et je pense qu'il y a des techniques. Si vous arrivez, prenez le temps de les écouter, prenez le temps de vous enthousiasmer parce qu'ils font, prenez le temps de sortir de l'interrogatoire quasi policier, là, et surtout faire beaucoup l'effet miroir. En somme, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est ça. Si, à un moment donné, ils réalisent que ce que vous retenez de leurs propos, c'est du bon sens, les réserves tombent et ils finissent par vous
confier, puis des fois, ils finissent par me dire « Hey, publie pas ça, mais je vais te raconter des années. » Et là, tu rentres dans l'intimité, là, et c'est assez rapide quand ils sentent qu'ils sont en confiance. Donc, je dirais que ce n'est pas un problème général, à part les scientifiques du fédéral, parce qu'il y a une directive qui a plus le droit de parler. Là. Et là, c'est un problème politique. C'est ça. Mais je voudrais juste raconter une exception. Edgar Wilson, qui venait de se faire tirer une chaudière d'eau à la AAAS pour avoir publié Social Biology and Synthesis. Et donc, quand il est allé à Montréal et que je l'ai rencontré, j'avais lu son livre, j'avais lu à peu près beaucoup là-dessus, et je pense que j'étais très à même de faire une entrevue intéressante et intelligente avec lui. Mais il se méfiait tellement qu'il m'a donné aucune réponse. Toutes les questions que je lui posais, tel chercheur a publié là-dessus, allez le voir. Tel autre chercheur a publié. Vous lirez mon article là-dessus. Constamment, il m'a répondu par référence et j'ai eu droit à aucune réponse décente, digne de ce nom. Alors là, j'ai compris que j'avais devant moi un homme blessé et qui ne voulait pas... mais ça arrive, mais c'est vraiment des exceptions. Moi, je vous dirais que la télévision sont plutôt contents de participer. C'est une très grande visibilité et puis on est relativement bien reçus. Les affaires des fédéraux. Voilà, le problème, c'est effectivement, on n'a plus accès. On n'a à peu près plus accès aux chercheurs du gouvernement fédéral. Donc ça, pour les journalistes, c'est très compliqué. Un sujet pas très compliqué sur un logiciel pour calculer l'espace entre un bateau et le fond de la voie maritime du Saint-Laurent. Écoute, on n'a jamais été capable de dépasser le relationniste. Non, il n'est pas question qu'on parle aux chercheurs pour se faire expliquer c'est quoi les enjeux, est-ce que ça va changer quelque chose sur l'érosion des berges, parce qu'ils ont une plus grande marge que prévu. Non, le relationniste va vous donner l'information. Le sujet, on ne le fera pas. On n'est pas là pour faire la promotion de ça. Alors ça, c'est malheureux. Juste pour ajouter quelque chose là-dessus, Pierre parlait de AAAS, c'est au Canada, c'est à Vancouver. Dans quelques jours, du 16 au 20, et je ne me souviens plus du jour exact, mais l'Association des communicateurs scientifiques, en collaboration avec la Canadian Science Writers, organise un panel pour dénoncer le fait que le gouvernement fédéral ne laisse pas ses scientifiques parler aux journalistes. Chose que le gouvernement américain sur laquelle est en train de changer de stratégie complète. À la NOAA, ils viennent de changer toute leur politique de communication et ils demandent maintenant aux scientifiques de ne plus passer par leurs relations de presse pour parler aux journalistes. Wow. Ils sont en train de ils se sont rendus compte qu'ils se tiraient dans le pied. Mais c'est très difficile. Des fois, un scientifique du fédéral publie dans Nature avec une équipe internationale. C'est pas ça. On parle aux chercheurs de... T'as envie de partout dans le monde. citer, je suis ici, la pêche et Océan Canada, et puis tu peux pas, t'es obligé d'appeler le gars qui est à Londres, qui est son collaborateur pour une entrevue. Ça va? Donc, je vais demander d'abord aux étudiants du cours en priorité. Soyez pas gênés. Vous êtes... non? Bon, alors... oui, tout à l'heure, Jean-François, vous avez fait une distinction, enfin vous avez dit que certaines rédactions distinguaient le domaine des sciences de celui de la santé. Je voulais savoir quelle rédaction faisait ce choix-là et pourquoi choisir de mêler les deux selon le média. Je ne me souviens pas de mes mots exacts, mais la santé, tous les journaux ont au moins un journaliste affecté à la santé parce que c'est une énorme, comme santé et éducation, c'est des très gros producteurs de nouvelles comme Beat. Il y a un côté qui est très politique, ça va beaucoup toucher aussi les gens. Est-ce qu'on construit un nouvel hôpital, où est-ce qu'on élève l'ancien, si on construit, où est-ce qu'on le fait. Bon, il y a beaucoup de décisions comme ça qui sont politiques, mais tandis que la science, c'est pas tous les journaux qui ont un journaliste attitré à la science. Le Soleil, avant que je fasse cette démonstration-là, mes patrons, il y avait personne au Soleil qui était vraiment attitré officiellement à la science. Je ne le suis toujours pas officiellement d'ailleurs, mais bon, juste pour ça, la science peut-être parce que c'est dans un angle mort, mais la santé, partout, c'est toujours couvert par tous les Je dirais effectivement, personnellement, je considère que il y a une famille de journalistes que j'appelle les journalistes sociaux, l'éducation, la santé, le travail,
qui sont un champ de couverture où tu couvres 3 groupes. Le gouvernement comme intervenant, les pourvoyeurs, les entreprises dans l'environnement, les hôpitaux, etc., et les consommateurs, et tu dois couvrir ce triangle-là. Et ça, c'est très politique, c'est très dépenses publiques, etc. Donc la santé, le travail, l'environnement, l'éducation, pour moi, ça fait partie des journalismes sociaux. La science est à côté de ça. Effectivement, quand tu arrives dans la médecine, là, tu as un problème. Là, tu as effectivement une couverture scientifique d'un domaine. Quand Amélie disait qu'elle couvre la moitié de la politique, elle est au fond à moitié en sciences, entre guillemets, et à moitié journaliste sociale, au sens où je l'entends. Tu sais. Mais dans la plupart des médias, il va y avoir, même à Radio-Canada, même à Radio-Canada, tu vas avoir 2 personnes, tu vas avoir des gens qui couvrent aux nouvelles, qui couvrent le secteur de la santé, puis les hôpitaux, les urgences, etc. Et tu vas avoir Michel Rochon qui va faire la science et la santé à côté, donc de 2 personnes. On a quand même une journaliste scientifique au devoir qui fait pas Pauline Galette, va plus faire astronomie, physique, tous les autres sites à part qui ne sont pas environnement et santé plus qu'environnement de l'origine. C'est ça. C'est pour ça que la santé a un statut un peu particulier. C'est un gros morceau. D'ailleurs, les études sur les médias, donc la recherche sur la communication scientifique, quand ils étudient par exemple le New York Times, toute cette couverture scientifique, il y a à peu près toujours 50% et des poussières dans un quotidien ou dans un bulletin télévisé de la science au grand total qui est consacrée à la médecine et à la santé. Alors, on va vous permettre de poser vos questions ensuite. Pierre-Louis, oui. Comment vous réussissez à vulgariser un sujet tout en gardant la complexité de celui-là pour le rendre intéressant au lecteur? Alors, dis-toi une chose, si les gens, si tu es absolument rigoureux, extrêmement précis, si tu mets tous les détails et même plus qu'il faut pour comprendre une chose, de toute façon, le lecteur, il va en comprendre qu'une partie. Il va en échapper, ne serait-ce que parce qu'il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas la formation, ou tout simplement à cause de la distraction, parce qu'il va le lire en diagonale, ou tout simplement parce qu'il ne retiendra pas. Et ce que le lecteur va retenir, c'est une infime partie de ce que tu as dit. Alors, plutôt que d'essayer de tout mettre dans l'encyclopédie en se disant « j'espère que les bouts qu'il va garder sont les bons », c'est bien mieux de décider quel bout tu veux qu'il garde. Et donc, tu commences en disant « OK, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les questions fondamentales auxquelles il faut que je réponde? » Et à partir du moment où tu pars de ça en se disant « voici les questions », là, tu n'ajoutes que ce qui est essentiel pour ça, de sorte que tout ton texte sert à ce que les gens retiennent l'essentiel. Tu es mieux de faire, toi, le travail de réduction, sinon le lecteur va le faire pareil et tu ne sais pas dans quelle direction il va le faire. Alors, la prétention d'être rigoureux, tu vas la perdre au niveau de ton lecteur. Tu es bien mieux d'être... Et remarquez que même les scientifiques font ça aussi. Même la science est une approximation à l'intérieur d'un cadre donné. Alors, pour moi, le problème, il suffit de dire voici ce que je dois passer comme message, voici l'essentiel, voici ce que je retiens de la recherche après avoir parlé à 4, 5, 6 personnes, voici ce qui va... Et comment je structure ce propos-là pour que tout le monde puisse le comprendre et le retenir. Et donc, il n'y a pas de problème, à mon avis, il n'y a plus de problème de rigueur après. Écrire un texte, que ce soit sur la science ou sur n'importe quoi, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe. Tu ne peux pas commencer à écrire tant que tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux dire. À partir du moment où tu as une idée claire, que tu comprends bien, et que tu as une idée claire de ce que tu veux dire, là, le reste, ça se structure tout seul presque. Le mot important ici est presque. Ça prend juste 2 semaines. Puis avec la pratique, ça finit par être assez rapide. Là. Mais c'est ça, écrire un texte, c'est écrire un texte, peu importe sur quoi tu l'écris, c'est toujours le même principe. Il faut que tu comprennes sur quoi tu l'écris, puis que tu saches où tu t'en vas. Ça peut être aussi complexe d'expliquer la nouvelle loi sur les mines que de vulgariser un sujet de science. Donc, au bout du compte, le journaliste vulgarise. Je pense qu'il faut penser à notre critique. Moi, j'ajouterais peut-être un bémol à ce que Pierre a dit, parce que faut pas sursimplifier non plus ce qui est un travers extrêmement fréquent qu'on voit dans les agences de presse, par exemple, et qui, à mon sens, est un cul-de-sac parce que le plaisir de la science, c'est le plaisir de comprendre. Et si tu sursimplifies, si tu coupes les coins ronds, parce qu'en disant, comme j'ai souvent entendu soit dans les conférences de presse, des trucs comme ça, ça, je n'en parlerai pas parce que le monde ne comprendra pas.
d'un, c'est prendre les gens pour des cons. Les journalistes, de manière générale, certains sont très brillants, mais de manière générale, ils ne sont pas beaucoup de Nobel qui sont sortis. Je ne plus là-dedans, mais le plaisir de la science, c'est le plaisir de comprendre. Et si tu sursimplifies, tu ne fais rien comprendre à personne, puis il n'y a pas de fun. Tu manques le parti, puis ton lecteur aussi, ou ton auditeur. Il faut résister. Souvent, les patrons de presse vont avoir le pied sur les breaks en disant « Oh, là, il faut pas que ce soit trop compliqué et tout. Pauvre lecteur, il faut comprendre qu'il est un peu con. Et, c'est pas ça comme ça, mais grosso modo, c'est quasiment ça que ça veut dire. Mais je te dirais que dans les chroniques que je fais, où je réponds aux questions des lecteurs le dimanche, celles pour lesquelles j'ai le plus les réactions les plus enthousiastes, c'est celles où justement, des fois même, je me rends jusqu'au détail mathématique de par exemple, la formule, comment calculer l'amplitude d'un tremblement de terre. Ça, je m'étais vraiment rendu jusqu'au détail mathématique avec la formule expliquée en side. Mais ça, quand je fais ça, c'est là que j'ai le plus de réactions de gens qui font « Ah, wow, enfin, je comprends pour vrai ce bout-là, ce qu'on fait semblant de nous expliquer dans les agences de presse, dans les grands médias en général. Maintenant, je le comprends. Enfin. » Ouais, moi, j'ai une petite nuance par rapport à la télévision. À la télévision, contrairement à un papier, tu ne peux pas reculer au paragraphe précédent. Tu ne peux pas tu peux toujours l'écouter sur tout.tv puis aller voir, mais quand tu l'écoutes, il faut que ton propos soit clair. Si tu sors de cette information-là puis tu n'as pas retenu, moi là-dessus, je veux dire que je suis proche du propos, je suis plus proche du propos de Pierre. C'est important. Et Dastou me disait, parce que je les ai rencontrés avant de venir vous voir, pour être sûr d'être un fidèle porte-parole, parce que c'est vraiment eux qui sont sur le terrain, et Dastou me disait, en télévision, il faut faire le deuil des nuances. Et souvent, par rapport à l'écrit, il dit dans l'écrit, tu peux les faire, ces nuances-là, parce que tu peux écrire, c'est toujours plus clair. La télévision, c'est de l'image. Il y a aussi le public qui écoute ça en famille à 18h30 et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, ce n'est pas de réduire la qualité du propos, mais c'est de le rendre et de le raconter d'une façon très claire. La clarté est fondamentale. Et souvent, et je pense qu'une histoire simplifiée, comme dit Pierre, c'est pas une histoire, tu as utilisé un mot, là, je ne l'ai pas retenu, mais c'est pas une histoire qui est banalisée. C'est simplement une histoire qui est racontée plus simplement. Et en tout cas, en télévision, c'est une règle fondamentale, c'est sûr. Les chercheurs, d'ailleurs, nous disent, les chercheurs, dans l'ensemble, nous trouvent relativement bons à vulgariser, nous trouvent qu'on parle de ça. Ils nous disent, vous êtes bons, vous avez l'art de bien les raconter, vous avez l'art de bien les illustrer, mais vous auriez pu en dire tellement plus. Mais juste 10 minutes.